Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, on a une belle vidéo qui nous attend devant nous. On va parler d'un peu, pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de Wyckoff, on va parler de ce qui pourrait se passer, et on va pouvoir aussi parler de différents scénarios. On va le comparer au passé. Et on a une belle vidéo très instructive aujourd'hui. Alors on va commencer avec Wyckoff. Vous savez, je vous en parle depuis le mois de janvier. C'est quelque chose qui, à mon sens, est très pertinent. Et il faut comprendre ce que c'est Wyckoff, parce qu'il y a plein de schémas de Wyckoff. Par exemple, attendez que je le retrouve. Bon, je l'ai plus. Voilà, vous voyez, vous avez plein de schémas différents. Ça peut être de l'accumulation, ça peut être de la réaccumulation, ça peut être de la distribution. Et puis dans chaque phase, il y a des plus petites phases qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc au final, on est un peu perdu là-dedans. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Wyckoff? Eh bien, Wyckoff, il faut comprendre le courant de pensée qu'il y a derrière. C'est une sorte de GPS qui nous indique comment les marchés pensent, et ceux qui font les marchés surtout, comment ils pensent, et quelle est cette stratégie derrière. Donc c'est un GPS, mais c'est pas toujours la même chose. Ça vous donne une indication de ce qui peut se passer, mais ça va pas être à la virgule près. C'est pas parce qu'on vous dit qu'on monte d'un centimètre qu'on va monter d'un centimètre. Il faut comprendre ce qui se joue à ce moment-là, des liquidités du moment, de la pression vendeuse ou de la pression acheteuse du moment. Donc ça dépend de tout un tas de paramètres. D'accord? Est-ce qu'on est en réaccumulation ou en accumulation? Est-ce qu'on est en distribution? Ça dépend de tout un tas de paramètres. Sauf que le GPS, il est là pour vous indiquer plus ou moins ce qui pourrait se passer, mais à condition de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors on va commencer avec le basique. Le basique, c'est quoi? Eh bien, en gros, ça va toujours être la même chose, c'est-à-dire que on va avoir une période d'accumulation, donc on va être dans une période, en général dans une phase où on est en oversold, c'est-à-dire en survente. C'est ici que les gens, justement, les investisseurs vont se positionner. Donc, ils vont accumuler pendant toute cette période de survente, pendant que tout le monde vend. Ensuite, eh bien, on va faire une montée, mais on ne fait pas une montée en ligne droite, il va y avoir plusieurs phases dans cette montée. Et ensuite, on va arriver dans la phase de distribution, où là, on va être en overbought, c'est-à-dire en surachat. Pendant que tout le monde achète, la masse achète, eh bien, les investisseurs, ils vendent. Donc, ça va toujours faire un S comme ça, ok ? Une courbe en S, on attend, on accumule, on monte, on fait la distribution si je peux dire, et ensuite on arrive dans la fin de la distribution où là on va vendre, et on recommence, on attend la fin de la chute, on tombe dans l'oversold, on rachète, on accumule, etc. Donc ça c'est le principe, et ça sera toujours le même principe, peu importe l'unité de temps, peu importe vos schémas, peu importe vos patterns, c'est toujours le même principe pour un investisseur, c'est comme ça qu'on pense. On attend la période d'accumulation, on achète en tout cas pendant cette période, on attend que ça monte, et pendant que le marché est en overbought, eh bien on vend. Donc ça sera toujours cette courbe, gardez-la à l'esprit, c'est comme ça que vous devez penser. Maintenant, dans cette courbe, eh bien on va avoir une sorte d'accumulation. Donc là, je parle de Wyckoff, bien sûr, il peut y avoir tout un tas d'autres choses, mais Wyckoff, il est assez connu et il est assez, pas facile, j'irai pas jusque-là, mais disons qu'on a pas mal d'indices pour pouvoir se repérer dans Wyckoff. Et puis, c'est surtout un des plus utilisés, ne serait-ce que par les institutionnels, mais pas que. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, si on prend mon S de tout à l'heure, donc on va avoir une première tasse, on pourrait dire, une tasse à l'endroit, et ensuite on monte et on va faire la tasse à l'envers. Eh bien, c'est la même chose ici. Regardez, on est dans une période d'accumulation. On fait une tasse comme ça, on monte et ensuite on fait la tasse à l'envers et on repart dans l'autre sens. Mais vous voyez que dans l'accumulation de Wyckoff, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'accumulation après le marché baissier. Il y a ensuite des corrections en cours de route. Donc on a par exemple le markup. Et ensuite, eh bien, on arrive dans la phase de distribution où là, on a tout un tas de boui-boui et de faux semblants avant de repartir en marché baissier. D'accord? Donc vous voyez, on a bien un S ici, comme ça, comme ce que je vous ai montré juste ici, cette façon de penser.
Et donc ici, donc là on a le schéma, donc accumulation, on monte et ensuite on redescend. Mais dans cette phase-là, il y a d'autres phases, c'est-à-dire que si je prends par exemple le markup, d'accord, cette correction-là, là vous avez l'impression que c'est juste une correction, on est monté, on est redescendu. Mais non, ça c'est pour simplifier le schéma. Mais si on prend par exemple une structure d'accumulation, qui est comme celle-ci. Alors, dans la vraie vie, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez qu'on n'est pas exactement pareil. C'est c'est comment dire, un schéma, c'est pour vous donner une indication. Ça veut dire quoi cette indication? Ça veut dire que on va commencer à faire des sommets, puis on va avoir un autre sommet plus ou moins égal, qui soit plus haut, qui soit un peu plus bas ou qui soit au même niveau. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la logique derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait un sommet ici, qu'on essaie de le dépasser, mais qu'on n'a pas assez de force pour y arriver. D'accord? Soit on n'a pas assez de force, soit c'est justement de la manipulation et c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on va tester pour voir s'il y a assez de force acheteuse. S'il y a assez de force acheteuse, trop de force acheteuse, eh bien on va sûrement en faire un deuxième. Enfin, un troisième, c'est-à-dire qu'on va peut-être redescendre puis on va réessayer de remonter. Le but, c'est qu'on n'arrive pas à les dépasser. À ce moment-là, on saura que la force acheteuse commence à s'épuiser et on va pouvoir redescendre et épuiser les vendeurs. Donc là, le premier but, c'est d'épuiser les acheteurs et de vérifier qu'il n'y a plus trop de vendeurs aussi. Donc ça, ce sont des tests. Donc que ce soit un peu plus haut, un peu plus bas ou sur le même niveau, on s'en fout. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est les volumes à ce moment-là et surtout, justement, la force. Est-ce qu'il y a encore trop de force et on est encore obligé de faire un peu de manipulation ou est-ce que justement ça s'est stabilisé, on va pouvoir justement faire ce qu'on a à faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc c'est pour ça que ça va dépendre. On ne va pas avoir à la lettre exactement la même chose que sur notre schéma. On fait des tests. À chaque fois qu'on a un pic ici, tous ces pics ou tous ces creux, vous devez comprendre que ce sont des tests. Et ces tests vont s'adapter à la force du marché au moment où on va les tester. D'accord? Par exemple, ici, on voit que le spring, c'est notre plus bas. Et ensuite, on fait un test qui est censé être plus haut. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça, c'est la dernière accumulation qu'on a eue donc en 2024. On pourrait penser que le spring se trouve ici et que là, on a notre phase de test. Oui, parce que là, on est comme sur le schéma, comme à l'école, c'est parfait, c'est facile à identifier. Celle-là, elle est facile. Mais si on regarde ce qui se passe là à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, chaque fois je pense à mon follower qui me reprend à chaque fois que je dis au jour d'aujourd'hui, je l'entends résonner dans ma tête. Petite dédicace si tu m'entends, ça me fait rire à chaque fois. Voilà. Alors, imaginons qu'on regarde ici. Peut-être que le spring pouvait très bien être ici et qu'ensuite on a refait une phase de test et que on est descendu un peu plus bas, mais finalement notre test, peut-être que c'est quand même ça, même s'il a été un peu plus bas. On va revenir à ça, je veux juste vous faire douter, je veux juste vous montrer qu'on ne peut pas être sûr tout le temps et que c'est pas by the book à chaque fois. Mais on va y revenir. Regardez, si je zoome un petit peu plus sur ce qui s'est passé la dernière fois, l'année dernière, là, on voit clairement qu'on a un spring, c'est notre plus bas, mais c'est une mèche. Si on regarde la clôture, c'est ici qu'on a clôturé le plus bas. Vous voyez bien qu'ici, on est plus bas qu'ici. Donc, logiquement, si on voudrait vraiment être by the book, c'est ça qui devrait être notre spring. Sauf que le plus bas réel, il a été réalisé ici. Donc, il ne faut pas vraiment se focuser sur un schéma parfait, il faut comprendre les choses. Et c'est quoi qu'on peut comprendre avec ça? On peut comprendre que ici justement, on a fait un test, on a fait un spring, on a fait un plus bas, qui pourrait très bien être le spring, ou qui pourrait être très bien aussi la fin de la chute, je vais aussi vous expliquer ça après. Et ensuite, ici, eh bien, on a fait un retest. On a testé la force vendeuse, ou plutôt la force acheteuse, enfin les deux en tout cas. C'est-à-dire qu'on a essayé de descendre plus bas. On a essayé de voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a encore une force vendeuse impressionnante? Est-ce qu'on continue la manipulation ou est-ce que c'est assez? Le marché s'est stabilisé. On a presque vidé tous les vendeurs et maintenant il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Auquel cas, on peut relancer le marché. Donc ça, c'est un test. Si ce test avait échoué, s'il y avait plus de vendeurs, on aurait peut-être continué de faire un plus bas.
Vous voyez? Regardez les volumes, on voit clairement que les volumes diminuent. Donc, effectivement, est-ce que ça c'est notre spring ou est-ce que ça c'est notre spring? J'ai envie de dire, on s'en fout complètement. Nous, ce qu'on veut voir, c'est que ce soit ici ou que ce soit ici, on veut voir que la force vendeuse commence à vraiment diminuer, à être complètement essoufflée, et ça on le voit avec plein d'autres indicateurs, et on voit qu'au contraire, la force acheteuse est en train de revenir. Donc qu'on ait fait un spring ici ou qu'on l'ait fait ici, on s'en calisse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh bien ici, c'est la même chose. Je pense qu'on a atteint notre plus bas à ce moment-là, au début avril. Je ne pense pas qu'on redescende plus bas que ça, très honnêtement. Mais est-ce que le spring était ici ou est-ce qu'il était ici? Est-ce que ça c'est un test? Est-ce que ça c'est un spring? Est-ce que ça c'est un test? J'en sais rien et je m'en fous. Moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que les volumes descendent. Je vois qu'ici, on a vraiment très peu de volume et ça c'est un très bon signe. Je vais vous l'expliquer. Et donc, eh bien... je vois qu'on est prêt, qu'on est mature, qu'on est prêt à renverser le marché et que le spring, on l'a atteint, que ce soit ici ou ici, peu importe, on a fait un plus bas, c'est ça qui compte. Et pourquoi c'est important? Premièrement, ça marque le bottom de cette correction, mais en plus de ça, ça nous indique qu'on va remonter. Et donc, du coup, pourquoi c'est important? Parce que quand on place des ordres d'achat, par exemple, quand on place un long, eh bien, normalement, on n'est pas censé redescendre en dessous d'ici. Donc, ça dépend de vos leviers, ça dépend de tout un tas de choses, mais du coup, vous pouvez mettre vos stop loss ici, parce que c'est le plus bas, normalement. Je vais vous montrer un autre truc aussi sur les divergences, justement. Alors, qu'est-ce qui peut nous indiquer aussi qu'on a touché le bottom? Eh bien, c'est justement une divergence. Ici, on a des plus bas. Ok, on a des creux qui sont de plus en plus bas. Alors que sur le RSI, on a des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc, divergence haussière sur le RSI, c'est le RSI qui gagne en général, c'est lui qui nous indique la direction. Donc, divergence haussière sur le RSI, eh bien, on est mature. On a enlevé tous les vendeurs, en tout cas, on a diminué drastiquement la pression vendeuse. On est prêt pour repartir. Et si on regarde ce qui s'était passé à la dernière période d'accumulation, c'était la même chose. Vous voyez, on a des plus en plus bas. Ici, une divergence haussière. On est mature. La force acheteuse est revenue. La force vendeuse est vraiment épuisée. On peut relancer le marché. Donc, si je repars sur mes structures de Wyckoff, je vous ai montré 2-3 exemples. On va commencer avec celui-là. Hop. Je vous ai mis la structure ici. C'est cette structure-là. Donc, on fait bien, effectivement, des plus hauts. On va tester, justement, cette force vendeuse et cette force acheteuse. Est-ce que la force acheteuse est assez fatiguée pour qu'on puisse, justement, redescendre, faire notre manipulation, ou est-ce qu'il y a encore trop de pression acheteuse? Donc, vous voyez, on fait des tests. Ok, mais ça ressemble pas exactement, c'est pas pareil à la virgule près, mais on comprend la logique, on comprend qu'on va faire des tests, on comprend qu'ensuite ici, est-ce que justement notre plus bas ici, est-ce que on a encore trop de force, est-ce qu'il faut encore remonter ou pas? Si ici on avait une force vendeuse extrême, ben on n'aurait peut-être pas eu besoin de remonter, on serait parti directement plus bas. Vous comprenez? Et ça, pourquoi? Eh bien, on le fait parce que les vendeurs, ils n'arrivent pas sur le marché du jour au lendemain, surtout quand on est dans une tendance haussière. On sait qu'on a des corrections. Donc, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font du ping-pong dans un range? Pour qu'on capitule, pour nous épuiser, pour qu'on doute, semer le doute, pour qu'on ne sache plus qu'est-ce qu'on va faire. Mince, est-ce qu'on est en phase de distribution? Et on sait plus ce qu'il en est. Du coup, on fait des plus bas ici et puis des plus bas ici. Donc là, si on fait la théorie de dos, c'est quoi? C'est très mauvais signe. On fait un creux plus bas et ensuite on essaye de remonter, mais on ne dépasse pas les creux plus hauts et on redescend. Mais là, ceux qui étaient en doute ici, bah là, ils commencent à paniquer et donc ils commencent à vendre. Vous voyez? Et le but de cette manipulation, c'est quoi? C'est d'arriver dans cette phase pour qu'ils rachètent
tout. C'est leur période d'accumulation. C'est là qu'ils rachètent tout. À chaque fois qu'on est dans les bas du range, ils rachètent. Donc ça relance le marché. On fait les tests au passage. On épuise les gens. On les fait capituler. On les fait douter. On les fait paniquer. On recommence, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où ils ont tellement quitté le marché, il n'y a plus rien à vendre. Du coup, on peut relancer le marché à la hausse et partir sans eux. C'est ça que vous devez comprendre. Tout ça, ce range-là, à chaque fois qu'on va dans le haut ou dans le bas, c'est un test. Donc que ce soit un peu plus haut, un peu plus bas, on s'en fout. À la limite, la seule chose que ça nous indique, c'est justement est-ce qu'il y a encore trop d'acheteurs ou trop de vendeurs. Vous voyez ? Si je prends un deuxième que je vais vous montrer que j'ai tracé aussi, voilà, c'est la même chose. Alors celui-là, voilà. Vous voyez, j'ai tracé des bandes. On a des bandes, justement, qui vont nous permettre de voir s'il y a trop de pression acheteuse ou trop de pression vendeuse. D'accord ? Donc, il faut vraiment comprendre cette logique derrière. Et là, quand on fait le spring, non seulement on teste pour savoir si c'est bon, c'est assez mature, on peut remonter. Et puis surtout, on veut se débarrasser de tout ce qui reste, tout ce qui contenu le coup, pour être sûr de bien tout racheter, de bien tout repartir. Parce qu'il faut comprendre un truc qui est très important. C'est que les investisseurs, oui, mais surtout les institutionnels, ils vont toujours aller dans le sens où la pression est la plus faible. Hors manipulation, qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas de manipulation, je parle vraiment d'une tendance claire et nette. Donc, ils vont toujours aller dans le sens de la tendance où il y a le moins de résistance possible. Donc, c'est pour ça qu'ils font des tests. Un peu comme ça, vous voyez, justement, on a les sommets, on sait justement où est-ce qu'on veut voir si la pression acheteuse est toujours là. Donc là, on a nos sommets, là, on voit on peine à le passer, on n'y arrive pas, ok, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'acheteurs. Puis là, on refait un test, puis là, on n'est même pas retourné chercher ça. Donc c'est bon, il y a de plus en plus de vendeurs, la pression acheteuse a diminué. Et on peut le voir aussi avec les volumes et avec tout un tas de choses. Donc il faut vraiment comprendre cette gymnastique d'esprit et cette façon de faire le marché finalement. Ensuite, je veux vous montrer la réaccumulation uprise. Alors, ça c'est très important. Regardez bien ce schéma. Vous voyez, on part en tendance haussière, on réaccumule entre-temps, on part encore dans une petite tendance haussière, on réaccumule entre-temps et on repart dans une tendance haussière. Regardez mon schéma. Ça, c'est ok. Ça, c'est ça en fait, d'accord ? Mais surtout, c'est ça. Ok ? L'accumulation, je vais vous le montrer. L'accumulation, elle était là. Ensuite, on lance la tendance haussière et ensuite, on se fait une première réaccumulation. On accumule, on se fait une première tendance haussière et ensuite, on se fait une réaccumulation. C'est cette correction. Ensuite, on relance la tendance haussière et on fait une deuxième correction. Donc, une autre période d'accumulation. Regardez. D'accord ? On monte, période d'accumulation. On monte, période d'accumulation. On monte. Ok, maintenant que vous avez bien vu ce schéma, qu'est-ce qu'il en est ici ? Période d'accumulation, on lance, on corrige avec cette période de réaccumulation. On lance, on corrige avec cette période de réaccumulation. Et ensuite, on part. Et ensuite, on part. Exactement le schéma de Wyckoff. Première, deuxième. Et on lance. Et ensuite, on va aller dans la phase de distribution. Potentiellement, je ne voudrais pas que vous croyiez que j'ai une boule de cristal. Je suis quasiment sûre de ce que je dis, mais je peux tout à fait me tromper. Moi, je vous explique comment ça fonctionne. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Justement, Wyckoff en détail. Alors, maintenant que vous avez compris que dans Wyckoff, il y a des petits Wyckoff qui, dans eux-mêmes, il y a des petits Wyckoff. Parce qu'après, c'est pareil, on peut faire des accumulations en 4 heures, en 1 heure. Donc, c'est des phases imbriquées dans des phases, imbriquées dans des phases, comme des poupées russes. Et si là, on regarde ce schéma d'accumulation que je vous ai mis ici, eh bien, on peut justement se demander, est-ce que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on est en train de faire ? Mais pas à la lettre, pas à la virgule près. Ok, regardez. Un AR, un SOS, un ST, un autre ST, ok ? Ensuite, on relance un peu pour voir, pour faire les tests. On relance un peu pour voir, pour faire les tests. Ensuite,
On tombe, ensuite on tombe, on va faire notre spring, et ensuite on fait le test, le LPS, et le machin, on recommence, on repart. Donc là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, d'accord ? Là, on a notre spring, alors qu'il soit là ou là, comme je vous l'ai dit, on s'en fout, on a notre plus bas, c'est ça qui est important, on a notre plus bas. Maintenant, est-ce que cette petite merdouille là, est-ce que c'était notre test? Est-ce qu'on a une force acheteuse tellement énorme qu'on n'a même plus besoin de venir retester les plus bas? Est-ce que c'était ça notre test? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Le LPS, est-ce que on va monter encore plus haut et on va redescendre, retester le LPS dans mes bornes, dans ma borne jaune, ou est-ce que on va redescendre tester le LPS plutôt vers mon trait noir, donc un petit retrait comme ça. Je ne sais pas, mais au moins je comprends la logique derrière. Je comprends qu'on a encore besoin d'un test pour vérifier que tout est bon. Et aussi pour prendre les liquidités au passage. Donc, est-ce que ça, c'était notre test? Si jamais c'était notre test, je peux vous dire qu'on a une pression d'achat monstrueuse. Monstrueuse. Parce que si je regarde ce qui s'est passé dans la dernière phase d'accumulation, on a quand même une correction, on est quand même revenu retester là où on avait fait un plus haut. Vous voyez, ici on avait fait un plus haut, on est revenu retester ça. Alors, ici on a fait un plus haut. Est-ce qu'on va venir retester ça? Est-ce qu'on va venir retester jusqu'ici? Je ne sais pas. Si on revient retester jusqu'à ce trait noir, alors ça pourrait être notre test qu'on n'a pas encore fait. Si on ne revient pas jusqu'à ce trait noir et qu'on revient juste à celui-là, par exemple, le test pourrait avoir été ça et on pourrait ici être en train de faire le LPS. Ou pas. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, s'il y a une chose dans laquelle je suis quasiment sûre, c'est que le marché repart. C'est qu'après qu'on ait une correction ou qu'on ne l'ait pas, pour moi, j'ai aucun doute que le marché va repartir. Moi, je suis pratiquement sûre qu'on est dans le markup, qu'on est ici. Ça ferait beaucoup de sens. Et ça ferait beaucoup de sens au regard de tout un tas de choses. Regardez, voilà, les accumulations des portefeuilles, du nombre de bitcoins qu'il y a dedans. Donc en haut, c'est ceux qui en ont plus de 10 000, donc ce sont les baleines. Et en bas, c'est le retail, c'est nous. D'accord? Donc bleu, on accumule, rouge, on vend. Vous voyez que ça date du 30 avril, donc il y a une semaine. Vous voyez bien que les baleines ont commencé à réaccumuler. Vous croyez vraiment qu'ils vont accumuler si on doit partir à la baisse? Si on doit partir en marché baissier, vous croyez qu'ils vont accumuler maintenant? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, on voit bien que les retail, ils ont bien tout vendu. Ils se sont bien fait avoir. D'accord? Là, et on voit ici justement clairement qu'on commence à arrêter de vendre. La vente commence vraiment à se stabiliser. Eux rachètent de plus en plus. Les moyens aussi rentrent dans la game. Donc, on voit que là, on va repartir. On est sur le bord de repartir. Alors après qu'il y ait 2-3 retests, 2-3 petits tests justement pour aller chercher les liquidités puis faire des order blocks et construire quelque chose de solide, bien sûr, c'est tout à fait faisable. Mais on ne redescendra pas en dessous des 78 000, même des 74 000. On n'ira plus dans cette zone. Je ne pense pas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Le retracement de Fibonacci et mes analyses. Voilà. Alors on va commencer avec le retracement de Fibonacci pour pas tout saloper mon graphique. Ok. Donc là, on a la zone premium et la zone discount en rouge, premium en vert. Et 0,5 c'est l'équilibrium. Donc si on a une correction là maintenant pour aller chercher, juste faire des tests et chercher des liquidités, on pourrait... Alors là, je parle si on a une très grande force acheteuse et qu'on n'est pas obligé d'aller faire le test dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord? Si on est juste sur un LPS, par exemple, si ça, c'était notre test, eh bien, du coup, on pourrait aller retoucher l'équilibrium
ce qui correspond à peu près aux 92 000. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que 92 000, vous allez voir que c'est un chiffre clé. Donc retenez que l'équilibrium se trouve aux 92 000 et donc il se trouve à des niveaux dont on va parler, où il y a beaucoup de choses à ces niveaux. Alors, première chose qu'on a dans ces niveaux, vous voyez mon rectangle jaune que j'ai mis entre 91 300 et 93 300, eh bien ce sont des zones de liquidité, d'accord? Donc, rien n'est impossible, on peut très bien avec une mèche aller chercher ces zones de liquidité parce que on a besoin de construire un order block pour sortir de là, mais une chose à la fois. Donc on pourrait très bien aller chercher ces liquidités, ce qui nous permettrait également de retester notre trend line du wedge. Donc revenir retester ici, ça serait tout à fait probable. Et là, on serait plutôt donc dans le LPS, on ne retournerait pas aussi bas, vous voyez, on n'irait pas dans l'order block qu'on a ici. Et dans ces cas-là, on a une force acheteuse énorme et le marché pourrait repartir extrêmement vite. D'accord? Ça serait juste un petit test pour aller chercher ses liquidités. Maintenant, si on veut aller faire le test justement, alors dans ces cas-là, on pourrait redescendre jusqu'ici. On pourrait aller reprendre cet order block. Retester les niveaux les plus bas, pourquoi pas. Quand je vous ai fait ma dernière vidéo, on était dans les 85 000, je crois. Donc, on était dans cette zone-là quand je vous ai fait ma vidéo, où je vous expliquais que je m'attendais à une correction, qu'on aille justement retester cette zone-là. Sauf que entre-temps, le marché a grave monté avec une force acheteuse énorme. On a fait un petit retest ici très rapide. Donc la donne a changé, ça a complètement changé. On a une force acheteuse énorme. Donc je ne suis plus sûre qu'on retourne ici au regard de ce qui s'est passé. Maintenant, vous savez qu'en crypto, tout est possible. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais ce n'est plus le scénario que je privilégie. Maintenant, je privilégie plutôt un petit retest dans ces zones-là, aux alentours des 92 000. D'autant plus qu'on a un gap sur les CME, on a un gap aux alentours des 92 000. Donc, on pourrait très bien vouloir aller le refermer, ce qui correspondrait à cette zone. Donc, ça correspond à l'équilibrium qu'on pourrait venir retester. Ça correspond à la zone de liquidité. Ça correspond au retest de la trendline. Ça correspond surtout aussi au plus haut qu'on a dépassé. Donc là, on a dépassé les plus hauts sommets qui sont ici. Et vous voyez, on est encore dans cette zone. Le plus haut, il est ici. Il est pile dans mon rectangle. Donc on viendrait en plus retester justement les derniers sommets. Ça ferait beaucoup de sens. Maintenant, un autre truc aussi... vous voyez que mon Fisher, il est dans une zone justement de correction potentielle. Quand on arrive ici, souvent, eh bien, on se fait rejeter, puis on repart dans des corrections. Donc lui, il m'indique qu'on n'est pas très loin d'une petite correction. Le RSI, alors, le RSI, si vous regardez par rapport à avant, justement, notre dernière période d'accumulation, vous voyez que quand on a eu notre divergence, eh bien, ensuite, le RSI est revenu tester cette zone de prix, donc qui correspondait avant qu'on ait notre divergence, on a fait un creux et c'était le dernier sommet de ce creux. Donc celui-là, avant notre dernier creux, avant d'aller atteindre ce creux-là qui a déclenché la divergence. Eh bien, c'est la même chose ici. J'ai repris ça et j'ai tracé cette boîte. Et vous voyez que, eh bien, on est venu retester cette boîte ici, avant de relancer le marché. Et qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ce test sur le RSI a été fait pile en même temps, au moment de quoi? Au moment du retest de notre trendline et au moment où on allait chercher les liquidités qui étaient ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous l'agrandir. Voilà. Ici, on avait des liquidités là-dessous. On est allé chercher les liquidités, on a construit un super order block assez fort pour nous propulser, on a retesté notre trendline, on a retesté notre RSI, on est bon pour repartir. Eh bien, c'est ce à quoi je m'attends, en tout cas, c'est ce que j'aimerais qu'il arrive dans tous les cas. J'aimerais ça parce que ça nous permettrait d'avoir justement un socle très solide. J'aimerais qu'on redescende chercher les liquidités qui sont ici, retester notre trendline, ce qui nous ferait retester notre boîte orange dans le RSI ici.
Ce qui nous permettrait de construire un order block ici, un très bel order block pour repartir à la hausse. Moi, j'aimerais voir ça parce que ça serait solide et en plus, on aurait pris le gap. Ça, voilà, on aurait un socle solide et c'est exactement ça que j'aimerais voir. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait aller? Eh bien, je vous ai fait le Bitcoin Rainbow Price Chart. On voit clairement qu'il y a une tendance qui est en train de s'affaiblir. Vous voyez, si on trace un arc de cercle ici, on voit très bien que ça s'arrondit. Il y a une trend line. Alors, je crois que vous ne voyez pas ma souris. Mais regardez les sommets, ce sommet, ce sommet, ce sommet. On voit bien qu'ils sont de plus en plus petits. Ça fait comme un arc de cercle, d'accord? Donc, imaginons que je tire une trend line de ce sommet en passant par ces sommets pour la tirer et voir où est-ce qu'on pourrait monter, même si ça s'affaiblit, la volatilité. Regardez, quand même, ça pourrait quand même nous laisser remonter dans la zone verte et dans la zone verte claire. Pourquoi pas même aller éventuellement toucher la zone jaune. Donc ça nous laisse encore de la marge. Et en termes de prix, ça correspond à quoi? Regardez-moi ça. Si je vais dans cette zone verte, là, j'ai mis en septembre, disons à la fin de l'été, ça nous emmène quand même dans les zones de 190 000 $. Si je vais dans le jaune, on est à 260 000 $. Si je vais dans le vert comme ça, plus petit, on est vers les 140 000. Donc, on pourrait dire que on pourrait monter encore entre 140 et 200 000 facilement. Même peut-être dépasser un petit peu les 200 000 si on va toucher notre bande jaune, d'accord? Mais imaginons, on va faire simple, on va faire une moyenne, allons dans la bande verte claire, ça peut nous amener entre 170 et 200 000. Donc on a encore de la place pour monter. Maintenant, allons voir les liquidations. Alors, si on prend les liquidations sur ces 7 derniers jours, on voit que justement, encore une fois, aux 92 000, vous voyez, entre 91 000 et 93 000, on a énormément de liquidités. On parle de presque 6 milliards de liquidités à aller chercher. Donc, rien n'est impossible. Encore une fois, 92 000 est un bon niveau. Là, 6 milliards versus, si on monte ici, on est à seulement 1 milliard, 1,7 milliard. Donc, il y en a beaucoup plus au sud qu'il y en a au nord. Maintenant, si on va sur 30 jours, alors, accrochez vos ceintures. Sur 30 jours, si on va au niveau ne serait-ce qu'ici, des 90 000, on est presque à 10 milliards. Mais si on redescend aux 86 000, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le test, je vais vous remontrer, regardez sur mon graphique. Si on redescend ici, toucher mon order block, d'accord ? On parle de plus de 15 milliards de dollars à liquider. C'est énorme. Alors, est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut laisser quand même les choses de derrière et continuer d'avancer. Donc forcément, il y aura beaucoup de liquidités. Mais je ne sais pas si on retournera jusqu'ici. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que 15 milliards, c'est énorme. Énorme, énorme. Ça pourrait être tentant. Mais comme je vous l'ai dit, je sais qu'une correction va bientôt avoir lieu parce que tout me l'indique. Mais est-ce que c'est un petit boui-boui de merde et on va juste tester ça et on repart? Ou est-ce qu'on redescend plus bas jusqu'ici? Voilà, si on regarde ce qui s'est passé la dernière fois, regardez, on n'est pas redescendu, on n'a pas réintégré le wedge. Et c'est mieux, hein. Très honnêtement, on n'a pas envie de réintégrer le wedge. Donc je pense qu'on risque de faire un peu le même scénario qu'ici, aller retester ça. Je pense que c'est plus ça qui nous attend. Donc je dirais plutôt les 92 000 que les 86 000. Donc je m'attends plutôt à ce qu'on aille ici et qu'on reparte très vite. Donc quand je dis que c'est la dernière chance, c'est la dernière chance, hein, vraiment. Après, si on regarde d'autres indicateurs, eh bien, c'est la même chose. Si on regarde ici le MVRVZ, alors il y a plusieurs MVRVZ, parce que ça aussi, c'en est un de MVRVZ, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais là, tout ce que je vois, c'est qu'on a rebondi là-dessus. À chaque fois qu'on rebondit, regardez, à chaque fois qu'on entre dans cette zone et qu'on rebondit et qu'on repasse à la hausse, hein, attention, il faut qu'on recrosse à la hausse, d'accord? Mais à chaque fois qu'on rebondit et qu'on recrosse ensuite à la hausse, eh bien, c'est justement les moments où on repart à la hausse, d'accord? Donc là, on est justement sur le bord. Donc, soit on se fait refouler et puis on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on se fait refouler encore et encore, et dans ces cas-là, on n'a pas terminé, mais j'en doute. Soit on recrosse à la hausse, on fait comme ici, on recrosse à la hausse,
Et on est reparti pour une jambe haussière, regardez comme ça. Le Mayer, eh ben, on est proche, très proche de réintégrer notre tendance haussière. Il faut repasser au-dessus de la ligne violette. Ici, ce MVRVZ là, eh bien c'est pareil. Quand la boîte orange que je vous ai mis ici, c'est une zone décisive. Soit on se fait refouler, soit on la passe à la hausse, mais c'est une zone décisive en tout temps, à chaque fois, sur peu importe la phase dans laquelle on est. Et là, on voit qu'on a rebondi dessus plusieurs fois et qu'on l'a dépassé, qu'on est prêt, on est mature pour repartir. Si je regarde ici ce qui s'était passé à la dernière accumulation ici, eh bien c'était la même chose. Vous voyez, on était allé dans la boîte orange, on était resté dans cette boîte, on l'a retesté maintes et maintes fois, ensuite on en est sorti. Et on est reparti à la hausse. Donc là, vous voyez, on n'est pas parti, on n'est pas tombé de cette boîte. On est resté dans cette boîte, on a fait un range dans cette boîte. Et là, on est en train de repartir à la hausse. Donc ça aussi, c'est très bon signe. C'est très très bon signe. Mais en fait, j'ai pas de mauvais signe. J'arrête pas de vous le dire, j'ai pas de mauvais signe. La seule question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir une toute petite correction de merde juste ici pour retester ça? Ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de plus prolongé? Maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on a eu cette force acheteuse énorme, je doute qu'on revienne ici. Par contre, j'aimerais voir, on peut très bien aussi relancer les marchés et partir direct, c'est pas impossible, mais j'aimerais pas ce scénario. Moi, j'aimerais vraiment qu'on redescende dans les 92 000 ici, qu'on reteste tout ce qu'on a retesté, qu'on construise un super border block haussier, et là, on peut relancer les marchés. N'oubliez pas de vous abonner parce que moi, ça me permet justement aux algorithmes de mettre en avant ma vidéo et ça me permet d'évoluer. Et puis, c'est mon salaire. Hein. Vous êtes les followers, c'est mon salaire. Donc, plus vous êtes nombreux, plus ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et un dernier truc dont je voulais vous parler, ce sont les volumes. Alors, les volumes, ça, c'est très important. Regardez, je vais enlever tous mes trucs d'analyse pour pas qu'on se mélange. Regardez-moi ces volumes de merde qu'on a à l'heure actuelle. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de la merde. Mais c'est bon signe en même temps. Ça montre que justement, il y a beaucoup moins de résistance. Il n'y a plus de résistance. On a enlevé la résistance. C'est très bon signe. Mais regardez comme c'est drastique. Et regardez cette carte. Ok, regardez bien cette carte. On accumule, donc ça ne nous concerne pas. On va revenir sur cette première phase. On a des volumes qui montent. D'accord? Là, ça monte clairement. Des volumes qui montent. Revenons voir ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est cette phase-là. On a des volumes qui montent. Des volumes qui montent. Ensuite, on a des volumes qui redescendent jusqu'à notre spring, jusqu'à notre divergence, d'accord, ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a des volumes qui montent, et ensuite, les volumes y redescendent jusqu'à notre bottom, les volumes redescendent. Et ensuite, on relance la machine, et les volumes remontent. Donc là, les volumes redescendent juste au moment où on a fait notre bottom, et ensuite quoi? Eh bien, les volumes remontent. Alors, notre bottom, ça comprend le test et ça comprend le fait qu'on ait tout fini, d'accord? Donc, après le spring, justement, on a des volumes qui descendent pour faire les tests, parce que c'est ça qu'on veut, des volumes moindres. Et ensuite, une fois qu'on a terminé notre correction, donc quand on se trouve à cette étoile-là, on relance les volumes. Et là, donc, ça c'est terminé, on relance les volumes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de nouveau, les volumes descendent. Et là, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici, de nouveau, les volumes descendent. Et qu'est-ce qui se passe quand on a atteint le bottom et qu'on est prêt à repartir, qu'on a fini notre correction? On a des petits volumes de merde. Voilà. Même chose ici, on est prêt. On est prêt à relancer le marché. Regardez, je me suis fait un indicateur pour les volumes. Parce que je trouve que c'est plus simple qu'au lieu de regarder ça, je trouve que c'est plus simple de voir des courbes. Mais ça, chacun sa propre façon de faire. Mais moi, je préfère avec les courbes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que tout là, on les a épuisés, les vendeurs. Regardez-moi ça. Ils sont en bas, ils sont même sortis. Ils sont sortis du cadre. On a épuisé tous les vendeurs. Maintenant, on peut que remonter. On est dans le bas. Comme un peu le RSI, vous voyez, on est dans le bas, on est dans la zone de survente, d'accord? On a épuisé tous les vendeurs. Maintenant, on peut repartir.
Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez encore appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, ça m'encourage énormément. Partagez, likez, commentez s'il vous plaît, encouragez-moi. Et on se dit très vite dans une prochaine vidéo. Bye!